Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 25e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma 2e conversation avec Clément et Théo. Cet épisode est la suite de l'épisode 24, dans lequel Clément et Théo, tous les 2 éducateurs canins à l'école de la Meute, sont venus nous raconter leur parcours atypique dans ce métier. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire, parce que ça vous aidera à comprendre celui-ci. Alors dans ce nouvel épisode, Clément et Théo ont souhaité approfondir plusieurs sujets sur leur métier et leur quotidien. On y aborde les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'éducation ou la rééducation d'un chien, la gestion et la contagion des émotions, mais aussi la lecture du chien. Aussi, ils nous partagent leurs regards et leurs meilleurs conseils vis-à-vis de leur métier, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que particulier. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Et je ne vous en dis pas plus, et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Clément et Théo. Bon, du coup, on avait un 2e sujet à aborder. Bien sûr. C'était tout ce qui est contraintes et difficultés dans la rééducation d'un chien. Parce qu'il y en a, on va pas se mentir, c'est pas évident de rééduquer un chien. On en a déjà longuement parlé dans pas mal d'épisodes ici. Pour vous, qu'est-ce qui peut être une difficulté dans la rééducation d'un chien ? Le point le plus compliqué à gérer dans la rééducation d'un chien, c'est toujours le facteur environnement et je dirais à quel point l'humain peut agir sur l'environnement pour éviter que l'environnement aille à l'encontre de la rééducation. Je m'explique très clairement. Ce qui fait que les chiens sont dans une espèce de boucle de réactivité, c'est que la réaction, très souvent, elle leur permet de retrouver du confort et de pouvoir aussi manifester un mal-être. Ils n'ont aucune réponse, ils sont attachés en laisse parce qu'ils sont en ville et du coup, ils aboient par frustration, par stress ou par peur. Et donc, si les personnes sont dans un environnement urbain et qu'ils ne peuvent pas s'éloigner des zones denses et intenses de par le fait qu'ils puissent ne pas être véhiculés, ou alors que dans leur environnement, il n'y a aucune safe space, donc de zone dans lequel le chien puisse se sentir à l'aise, dans lequel le stress baisse, en fait, là, l'environnement devient un gros problème, puisque du coup, notre travail, il peut pas s'appliquer. Parce que pour travailler un chien et lui faire changer d'état émotionnel, il faut qu'il reprenne confiance en lui, il faut qu'il soit dans la réussite, il faut donc bien le guider, avoir une bonne lecture du chien pour voir si cet environnement est propice à un changement d'état émotionnel, et quand il propose un autre comportement, venir le renforcer. Pour arriver à créer un climat de confiance, il faut qu'il n'y ait pas trop de stimuli. Et quand l'environnement est trop dense, et qu'en plus l'humain ne peut pas amener le chien dans un environnement plus calme, ou alors qu'il refuse, parce qu'on a eu ça aussi comme problème, c'est l'humain qui dit non, mais moi j'ai pas envie de prendre la bagnole et aller dans le parc pour le sortir et ensuite aller dans la ville. Moi, ce que je veux, c'est que je descende de chez moi et mon chien, lorsqu'il voit un chien sur son trottoir en face, il arrête d'aboyer. En fait, s'il refuse de faire ça, là, on rend compte de gros problèmes. C'est vraiment juste ce facteur-là, c'est vraiment le facteur comment gérer l'environnement dans la rééducation. Parce que dans la rééducation, il faut d'abord mettre de la distance, faire en sorte que le chien puisse répondre à ses besoins. Donc, s'ils habitent en ville et qu'ils ont un border collie qui arrive sur les bagnoles, et d'abord, faut que tu prennes ta bagnole, t'ailles dans un parc, ton chien tu le défoules, 1/4 d'heure, 20 minutes, et ensuite tu travailles ta prédation en commençant à travailler ta connexion dans les zones où t'es à distance des objets qui commencent à avoir, je dirais qui créent une envie d'agir sur le patron moteur de poursuite, tu vois. Et donc, pour éviter que le chien soit dans la poursuite, il faut mettre de la distance par rapport au stimulus. Mais s'ils veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas le faire, là on est dans la merde. Et c'est là que justement, Théo et moi maintenant, depuis quelques mois maintenant, on travaille main dans la main avec des vétérinaires comportementalistes qui peuvent être amenés à pouvoir donner des molécules qui vont faire baisser cette hypervigilance, faire baisser cette anxiété ou ce stress chronique, pour permettre au chien d'avoir un meilleur contrôle sur ses émotions, faire baisser aussi, je dirais, la vitesse avec laquelle le chien se déclenche pour que nous, on ait des fenêtres d'ouverture. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on pourrait parler, Théo et moi, on aime beaucoup parler de ça, c'est médicamenter un chien, ce n'est pas rentrer dans le dark side de l'éducation canine. Ce n'est pas rentrer dans le dark side de la rééducation. Il est parfois nécessaire, en vue de votre environnement, en vue du degré d'anxiété, de à quel point l'environnement joue sur l'anxiété généralisée de votre chien. Il est important de devoir utiliser des molécules qui permettent à votre chien de pouvoir gérer son anxiété. Et là, vous avez des fenêtres d'ouverture pour que, après, bien évidemment, que le travail de rééducation nous permette d'éliminer le médicament et donc après qu'on n'ait plus besoin de ça et que le chien n'ait plus besoin d'autre que de son humain pour se gérer dans un environnement contraignant. Mais quand on nous refuse de prime abord
le médicament, puisque le médicament est considéré comme l'antidépresseur qui va mettre mon chien sous drogue et qui va le shooter, qui va je dirais complètement réduire mon chien en état de légume et qui ça va devenir complètement amorphe. Mais c'est pas comme ça que le médicament doit être utilisé. Et si le médicament est utilisé comme ça et si le chien est complètement shooté, c'est donc que le dosage n'est pas bon et que le vétérinaire comportementaliste n'a pas su gérer sa posologie. Mais si on travaille avec des vétérinaires compétents qui travaillent main dans la main avec nous, on peut faire un tir croisé, faire de l'interdisciplinarité dans la rééducation. Et là, vraiment, on va sur une rééducation qui peut aider tous les chiens et à terme, vraiment aider l'état émotionnel du chien. Parce que quand un particulier ne souhaite pas médicamenter leur chien et qui ne souhaite pas en plus utiliser la friandise, bah forcément, ils vont se tourner vers une éducation plus basée sur la correction des comportements. Et il se pourrait d'ailleurs que ça ne fonctionne pas du tout, d'ailleurs, la correction des mauvais comportements. Mais imaginons que ça fonctionne. Oui, le chien, il va plus agir parce qu'il aura peur de la sanction lorsqu'il va vouloir manifester son stress par un aboiement, par une réactivité quelconque. Mais derrière, je dirais, le mal-être, il sera encore là. Et nous, ce qu'on veut, c'est éliminer le mal-être. La cocotte va exploser un jour ou l'autre, quoi. Donc c'est... En fait, le fait de médicamenter, c'est d'essayer de ramener un seuil assez stable pour permettre au chien une prise de décision et pas un réflexe complètement insécurisant, quoi. Complètement. Quoi qu'il arrive, si le chien est en immersion dès le début, qu'il est dans la zone rouge où il est pas dans une zone de confort, il est dans une zone d'inconfort, tu peux rien tirer, tu peux rien faire. Donc on a déjà cette problématique-là qui est liée à l'environnement. Le fait d'utiliser un médicament, ça peut nous aider à réduire cette zone rouge et la réduire de plus en plus avec le travail de beaucoup plus vite et du coup avoir des résultats beaucoup plus rapides. Alors nous on s'en fout d'être rapide. Enfin on sait que dans notre boulot il faut être patient, etc. Mais au bout d'un moment, quand on parle d'une réactivité qui est extrême, où le chien il se déclenche à 1 kilomètre et que la personne elle habite à Maison-Alfort, là sans médoc c'est juste impossible. En fait. On peut absolument rien faire. Donc nous notre but aussi c'est d'essayer de satisfaire le client et puis que le chien aille mieux en fait en vérité. Si on sert des médicaments c'est pour une bonne raison et nous notre objectif ça reste toujours le même, c'est que le chien aille mieux. Et voilà, bon, là on parle vraiment de la problématique extrême dans le cas où je dirais environnement plus environnement humain-chien, on est sur un cas extrême et là du coup il nous reste un outil thérapeutique pour nous permettre de pouvoir travailler. Mais sinon 90%, même 95% du temps, voire même 99%, on travaille sans aide médicamenteuse. Bien sûr. Ne vous méprenez pas. On parlait de la médicamentation. Je voulais avoir votre avis sur l'utilisation du CBD, parce qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler comme un peu une alternative qui serait plus naturelle à la médicamentation. Et je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires de chiens à qui ça peut faire assez peur aussi de se dire que mon chien va être sous traitement ou quelque chose comme ça. Non, bien sûr. C'est quoi votre retour là-dessus ? Alors déjà, ce qui peut faire peur aussi, même le CBD, le CBD pourrait faire peur du simple fait qu'il soit associé au cannabis. Donc déjà, disclaimer, le CBD, ce n'est pas du THC, il n'y a pas de molécules psychoactives dedans. Votre chien, si jamais un jour ça vous intéresse, sachez qu'il ne sera pas défoncé. Alors, parce que ça arrive à ce que les gens fassent l'amalgame. C'est vrai que le premier truc qui ressort, c'est ça. Voilà. Alors, le CBD, pour moi, c'est le turfu. C'est vraiment la molécule de demain en ce qui concerne l'anxiété et d'ailleurs aussi que ce soit stress chronique, anxiété ou petites douleurs aussi, les petites douleurs chroniques pour admettons inflammation, c'est ultra intéressant. Tout le monde s'y intéressait il y a déjà en vrai 3 ans. On savait que ça allait être intéressant pour les chiens parce qu'on s'intéressait à ça pour l'être humain. Après on a vu le truc arriver chez les chiens mais d'abord aux États-Unis. Quand je vous montrais une publication d'un éleveur américain qui vendait du CBD, qui montrait que il avait des résultats pertinents pour ses chiens. Et après, je me suis rendu compte que ça arrivait en France et que le docteur Thierry Bedossa en parlait du CBD. Et il faut savoir que le docteur Thierry Bedossa, il fait aussi des consultations de comportement. Et le docteur Thierry Bedossa n'aime pas utiliser la médicamentation comme ça à tout bout de champ. Parce que ça arrive à ce que certains vétérinaires le fassent. Lui, il est un peu plus mesuré. Et donc, il avait aussi besoin d'un outil de travail qui pouvait permettre aux chiens de faire baisser leur anxiété, leur stress qui viendrait compliquer un entraînement. Et donc, il faut savoir que moi, Sia est une chienne très anxieuse. Et donc, je me suis dit, en allant rencontrer le docteur Thierry Bedossa, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait pour ma chienne. Et donc, j'ai pris une fiole de 7%. Elle a 3 gouttes le matin, 3 gouttes le soir. Et j'ai vu effectivement que ma chienne était plus mesurée,
on va dire, dans certains moments où elle est en éruption comme ça, émotionnelle. Donc je vois que ça a un impact, et c'est un impact que vraiment bénéfique, qui est, je trouve, plus pertinent que les fleurs de bac qui peuvent souvent se montrer trop légères par rapport à certaines pathologies. Je pense que le CBD est plus pertinent, plus efficace. Il arrive même parfois que le CBD soit surdosé, pour dire à quel point ça peut être efficace. Donc à ce que le chien soit pas apathique, hein, attention, hein, mais voilà, soit un peu trop tranquille, voilà. Donc ce qui montre à quel point ça peut marcher. Donc pour moi, il faut aller voir un vétérinaire habilité à pouvoir fournir du CBD, à connaître vraiment parfaitement la posologie, voir avec un recul clinique qui nous permette d'avoir vraiment un bon dosage, et le faire avant d'utiliser la médicamentation. Et si on voit que le CBD n'est pas assez efficace, là on passe sur la clomipramine ou n'importe quoi, hein, ils savent mieux que nous. Voilà, et là on passerait vraiment sur une médicamentation si les défis de l'environnement ne peuvent pas être gérés, si le chien vraiment n'arrive pas à gérer ses émotions, et que voilà, l'entraînement ne peut pas se faire parce que l'environnement fait déclencher le chien à la moindre seconde, quoi. Et donc oui, je passerai par CBD avant, et le CBD est un remède naturel, hein, vraiment pas du tout, là c'est... Je dirais, ça pose moins de problèmes, en tout cas pour l'humain, généralement. Et moi, j'utilise et je ne peux que recommander. En fait, encore une fois, je suis pas sûr, parce que je suis pas vétérinaire, mais je crois qu'il n'y a pas d'effet secondaire, en fait. Ah, oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça joue à mort. On vous propose du Prozac ou du CBD. Le CBD, dans un premier temps, clairement, ça vaut le coup de tester. Ça fait moins flipper. Ouais, complètement. Ok. Je voulais revenir un peu sur la communication canine, qui est un sujet fort intéressant. Je voulais savoir un petit peu comment, selon vous, en quoi ça reflète les émotions du chien, et en quoi parler des émotions du chien est hyper important quand on parle de communication canine. Ouais, c'est pas facile de parler de ça, parce que en fait, c'est comme tu le disais, les deux sont liés. C'est-à-dire que le chien, il y a une communication paraverbale, il communique avec le corps. Donc le simple fait que le chien communique non avec des mots mais avec le corps, eh bien toute sa manière à lui de pouvoir exprimer un ressenti se fera par le langage corporel. Et mais que ce soit, je dirais, volontaire ou non, hein. C'est-à-dire que même nous, en tant qu'humains, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on a, je sais pas moi, peur de quelque chose, on se met à voir des mécanismes, tu sais, des réflexes corporels qui montrent un petit peu dans quel état émotionnel on est. Et la communication canine, c'est très souvent des signaux qui sont parfois envoyés aussi bien pour indiquer, je dirais, qu'ils ne souhaitent pas rentrer en conflit avec l'individu, ou pour montrer qu'ils se sentent mal à l'aise. Quand on apprend les signaux de communication, on arrive aussi bien évidemment à mieux lire l'état émotionnel du chien. Je prends un exemple tout bête. On veut caresser Médor, mais à chaque fois que je le caresse sur la tête, il se met un petit peu à se lécher la truffe et puis à bâiller. On comprend pas parce que on n'a pas appris à décoder ces signaux, et en fait en apprenant que le chien, quand il se lèche la truffe et qu'il se met à bâiller, c'est qu'il est mal à l'aise et il essaie de retrouver un petit peu du confort, on peut se rendre compte qu'effectivement mon comportement amène à un malaise, il me le communique, mais c'est à moi de décider de savoir si j'arrête mon action ou pas. Et on se rend compte que en réajustant nos comportements en fonction des signaux que me renvoie mon chien, si mon chien ne montre plus ces signaux, il est plus à l'aise, et c'est là que le chien peut se montrer peut-être plus en confiance avec nous, et à la fois plus avenant du coup. Mais avenant par rapport à ce qu'est un chien avenant. C'est-à-dire que un chien avenant, typiquement, je reviens sur l'exemple d'un chien que j'ai travaillé hier, qui est réactif, congénère, mais qui est très sensible et qui va pas forcément vers l'humain très facilement. Et bien en fait, à la fin de cette séance-là, c'était la deuxième fois qu'on se voyait en extérieur, et la dame elle m'a dit tiens, je voulais vous poser une question. Il a fait ça qu'à vous, mais je veux savoir pourquoi est-ce que il est venu puis il a collé ses hanches contre vous, mon chien. Et là je lui dis c'est très flatteur parce que c'est la manière que le chien a de nous faire un câlin. Voilà. Et ce chien, je l'ai jamais caressé de prime abord. C'est-à-dire que j'ai jamais forcé le contact, parce que j'ai bien vu justement que à chaque fois qu'il y avait une avancée trop rapide, quand il venait trop proche de moi, je le voyais tout de suite se lécher la truffe très subtilement en expirant et se mettre un petit peu à me détourner. Donc je voyais bien qu'il avait une manière très délicate de m'approcher, qu'il fallait pas que je sois trop intrusif. Finalement, en remarquant ça, il a vu justement que j'étais très délicat avec lui, et il s'est mis à me dire merci copain, quoi. Et ça justement c'est vachement intéressant d'analyser ces signaux de communication pour derrière comprendre l'état émotionnel du chien et arriver à mieux le cerner, à avoir un lien plus je dirais plus respectueux. Après on peut parler de tout ce qui est lié à la capacité olfactive du chien qui amène à avoir
une perception des individus différente de la nôtre, dans le sens où un chien est capable de sentir les hormones qu'on va sécréter, et du coup, moi je remarque par exemple un chien peureux de base qui peut montrer de la réactivité se déclenchera quasiment systématiquement sur des chiens peureux. Et qu'en fait, c'est pour ça que je dis toujours à mes clients, il n'y a pas de chiens méchants, il n'y a que des chiens peureux. Et c'est vrai que, comme on le sait tous en fait, et les chiens le savent instinctivement, un individu peureux est un individu imprévisible, donc potentiellement dangereux, et ça fait flipper les chiens peureux, ça. Donc on peut parler de contagion émotionnelle, je sais pas si on peut parler de ça directement, mais en tout cas, voilà, l'émotion du chien est liée à plein de trucs, en fait. C'est très très juste, et justement, on voulait en parler, la capacité qu'a le chien de pouvoir sentir les émotions, vu que ça joue aussi sur lui, ça fait que il y a justement une contagion émotionnelle. Et la contagion émotionnelle, c'est le fait que un individu, étant avec un autre individu, on pourrait dire stressé ou craintif, il le sent parce qu'il capte justement olfactivement les hormones liées à ses émotions, donc ça va donc le toucher. Il pourrait se sentir moins à l'aise, se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'autre n'est pas à l'aise, et que la nervosité, ne serait-ce que même que la simple nervosité du coup de l'individu, sans même parler de contagion, je dirais olfactive, qu'on puisse le sentir, mais le simple fait d'être à côté aussi d'un individu un peu stressé, nerveux et qui se comporte de manière un peu, qui se comporterait un petit peu de manière désordonnée, voire nerveuse, ça va forcément jouer sur l'individu qui au départ n'a pas forcément de problème. Alors bien évidemment, la contagion émotionnelle est plus accentuée, on la ressent bien plus chez les chiens craintifs de base. C'est-à-dire qu'un chien qui a naturellement, je dirais, une instabilité émotionnelle, il aura tendance à être encore plus sensible aux émotions des autres. Mais parce qu'en fait, on va dire, sa jauge de stress étant pratiquement à ras bord, vu que la cocotte minute elle est à deux doigts d'exploser, forcément, s'ils sont un peu de stress, on va le voir tout de suite et ça va tout de suite se montrer. Quand nous, on travaille un chien qui a tendance à être vraiment à deux doigts d'exploser, il est vraiment important que l'humain ne vienne pas rajouter, je dirais, au stress de base du chien. Qu'il en ait conscience. Moi, je dis pas aux personnes avec qui je travaille, attention, si vous êtes stressé, on va jamais y arriver, votre chien va forcément exploser, etc. Parce que quand je sens que l'être humain n'est absolument pas en confiance, je reprends la langue, je donne l'exemple, et après, une fois qu'ils ont vu justement que le chien se déclenchait pas, là, je leur donne. Mais voilà, il y a une prise de confiance d'abord que je donne par l'exemple. Ou alors, s'ils viennent en couple, je donne d'abord le chien à la personne qui est le plus détendue, et là, après, les résultats sont plus pertinents, et la personne qui a du mal à gérer ses émotions se met à rationaliser et arriver à pouvoir gérer ses émotions. Mais donc oui, effectivement, ce n'est pas une idée reçue, le stress de l'humain va jouer sur le chien. 2 poids 2 mesures, ça dépend des individus. Donc la contagion émotionnelle, elle n'est pas la même pour tous les chiens. Mais voilà, un chien peut capter les émotions de son humain, donc il faut être vigilant de ça, il faut apprendre à savoir rationaliser dans un état de stress. Parce que pour moi, gérer ses émotions, ça veut pas dire faire taire le stress et ne plus avoir peur. Parce que ça, c'est pas possible. On peut pas ne plus stresser, ne plus avoir peur du jour au lendemain. Donc quand je dis à un humain, il faut que vous gériez vos émotions, je leur dis aussi, il faut juste que vous appreniez à vous concentrer sur ce qu'il faut regarder malgré le fait d'être stressé. Parce que moi, quand je travaille un chien réactif, faut pas croire que je suis pas stressé. Évidemment, moi aussi, que je claque des genoux des fois, ou que je me dis, bon là, ça risque d'être sport. Mais le fait que je m'oblige à rentrer en concentration, presque pleine conscience sur ce chien, sur le langage qui va montrer, sur les réflexes, on va dire, d'expression corporelle qu'il va commencer à montrer, et aussi la communication du chien d'en face, ça me permet en fait de me concentrer sur autre chose et du coup de mieux gérer mes émotions. Et Théo le disait très bien en fait tout à l'heure. Quand on fait de la rééducation canine sur, mettons, des chiens qui ont des problèmes de réactivité congénère, qui ont une mauvaise sociabilisation, au départ, il est vraiment important de sélectionner le bon individu au bon moment. De lui montrer un chien capable de pouvoir tolérer aussi sa propre peur à lui. Ses maladresses. Être capable de ne pas stresser, de ne pas avoir peur. Ou s'il a peur, qu'il choisisse la fuite. Voilà. Plutôt que d'agresser. Globalement, les émotions, quoi qu'il arrive, ça va avoir une influence sur le comportement du chien. Peu importe ce qui l'entoure, peu importe l'individu qui l'entoure, que ce soit humain, chien, chat, peu importe, ça va avoir une influence sur le comportement du chien. J'ai une cliente là que j'ai faite récemment qui m'expliquait qu'elle avait un cancer et son chien, le nouveau chien du coup, est très pot de colle et est tout le temps avec elle. Je lui ai expliqué que moi, j'ai vécu une expérience similaire. J'avais un pote qui avait un cancer, on savait pas encore qu'il avait un cancer, et à chaque fois qu'il venait chez moi à la maison, Noctis passait sa soirée collé à lui. J'ai compris plus tard en fait
pourquoi Noctis avait ce comportement-là. Avec les chiens, on se rend compte que un chien qui a subi un traumatisme, par exemple avec un congénère, et du coup qui s'est fait attaquer par un chien, c'est un cercle vicieux en fait. Ce chien-là en question avait peur, donc il a attaqué le chien en face. Le chien, du coup, a un traumatisme parce qu'il a été attaqué, et il a associé le traumatisme à que dégager le chien qui l'a attaqué. C'est-à-dire qu'il a fait une capture d'écran, il a fait « Ok, ce type de chien-là est dangereux. » Et comme c'est un chien qui est stressé, il sécrète énormément de cortisol, l'hormone du stress, et du coup, voilà, on a compris qu'en fait, un chien comme ça, les individus qui vont être peureux, il va falloir s'en méfier, quoi qu'il arrive. Parce que le chien a analysé et se dit que potentiellement un individu qui est peureux peut être dangereux pour lui. Ils font une cartographie olfactive. C'est-à-dire qu'ils font une photographie olfactive de la situation et ils se disent « Ok, cette expérience est associée à cette odeur-là. » Parce que vu que c'est leur premier sens, qu'ils sentent 4,5 fois supérieur à nous, c'est impossible de s'imaginer ce que c'est. Si on avait un humain qui voyait 2 fois la vue d'un humain lambda, on se dirait « Ok, lui, il est bionique. » 3 fois, on n'arrivait pas à se l'imaginer. 4 fois, on se dit, attends, comment c'est réalisable? 4,5 fois, mais c'est impossible pour nous de se rendre compte de la puissance olfactive du chien. Donc, puisqu'ils se cartographient ces événements de manière olfactive, les gens se rendent pas compte qu'ils sont craintifs parce qu'ils viennent au contact en étant en tension, avec le cou relevé, la queue droite, et ils pensent que non, il est juste dominant ou qu'il est sûr de lui. Ben non, c'est tout le contraire en fait. Il est craintif au possible, seulement les fortes émotions, notamment la peur, amenant à de la tension musculaire, la queue se raidit, le cou se raidit, et en fait ça se remarque comme ça. Et donc en fait ce chien il va venir target tous les chiens craintifs, dès qu'il va en voir un, il va le sentir, il va venir, il va se mettre au-dessus du cou du chien, et là, il va le plaquer au sol. Et on peut remarquer, quand on explique aux gens que c'est lié justement au fait que leur chien s'est fait attaquer aussi, et qu'un chien qui attaque les autres chiens, c'est parce que il a peur des autres, ils se disent, mais alors ça veut dire qu'effectivement, oui, comme vous le disiez, mon chien ne fait ça qu'aux chiens peureux. Bah ouais. Ou au mal pas castré. Ça, ouais. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Voilà. Parce qu'après, le chien peut généraliser sur tous les congénères, évidemment. Mais il y a beaucoup de chiens qui sont, après un traumatisme, après un premier traumatisme, c'est ça. Très souvent, s'ils deviennent réactifs, ce sera que sur les individus qui vont dégager les mêmes odeurs que le chien qui l'a agressé. Donc hormones sexuelles et stress. C'est vraiment testostérone et cortisol, c'est vraiment genre les 2 hormones qui sont vraiment target par les mâles, et c'est pour ça qu'on dit souvent ouais, attention aux mâles pas castrés, mais c'est pas ça, c'est juste qu'il y a eu une accumulation de mauvaises expériences. Mais moi pour le dire, quand je vais dans les parcs où les chiens sont habitués à être lâchés, donc du coup sont sociabilisés sainement en étant libres avec des chiens nickel. Moi, des mâles pas castrés qui ressembleraient au stéréotype du chien auquel il faut se méfier, ils communiquent parfaitement sainement. Donc ça n'a absolument rien à voir. Dans ces cas-là, c'est juste une chienne en chaleur où ça peut poser problème, mais dans d'autres circonstances, ça pose pas de problème. Oui, exactement. Le point sur lequel je voulais rebondir, c'était à quel point les émotions humaines peuvent impacter sur les chiens. Donc il y a 2 jours à peine, j'arrivais dans un parc. Mon chien voit un autre chien qu'il connaît, il commence à discuter, je discute avec son humaine, etc. Tout se passe très bien. Et d'un coup, on entend une dame plus loin qui arrive en hurlant. Je me retourne, je vois qu'elle a un chien en bout de laisse, un border collie, voilà, tranquille. Et en fait, elle hurlait parce qu'il y avait un 4e chien qui arrivait. Donc c'était un staffy qui était détaché, qui était très très tranquille, qui arrivait à son rythme, qui avait pas l'air de vouloir foncer sur nos chiens du tout, etc. Mais cette dame s'est mise à hurler parce qu'elle avait manifestement hyper peur des staffys et en tout cas des chiens typés comme ça, parce que son chien se serait fait attaquer, etc. Mais c'était pas vraiment, il y avait pas de raison en fait là. La situation en elle-même, elle justifiait pas tout ce stress, mais ce stress était présent. Et elle hurlait, et d'un coup, son chien, à la dame, s'est mis à se tendre, enfin vraiment à être pas bien. Il était en bout de laisse, et là je voyais qu'il commençait à foncer sur nous. Je me suis dit, ok, en fait, le seul truc qui a déclenché cette émotion-là pour le chien, c'était uniquement la détresse, le stress intense qu'a développé son humaine à ce moment-là. Et c'était vraiment assez impressionnant parce que d'un coup, tout le monde s'est tendu. Les chiens qui étaient en train gentiment de se dire bonjour, que ce soit Charlie et sa pote là, qui étaient tranquilles en train de discuter, d'un coup, ils se sont dit « Oh là, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est quand même assez hallucinant. Enfin, il y a eu 4 chiens impactés, 4 humains qui étaient pas très... qui étaient, du coup, 3 humains qui étaient pas très sûrs d'eux d'un coup, juste parce que cette dame a emporté tout le monde, quoi. Et je trouve que c'était une situation hyper intéressante parce qu'elle démontre bien à quel point nous, ça nous arrive. Enfin, moi, clairement, je suis une éponge à émotions. Si quelqu'un est pas bien à côté de moi, je le ressens. Si quelqu'un est stressé, je le ressens.
Bien sûr. Et en fait, nos chiens, c'est pareil. Et là, je trouve que cette situation-là a extrêmement bien démontré ça. Ouais. Bah, là, en tout cas, c'est sûr, c'est qu'elle est très... je dirais, elle est parlante, puisque c'était un peu... C'est un extrême, quoi. La nana, elle arrive et puis carrément. elle hurlait. Mais pour autant, quand on parlait de contagion émotionnelle, ça peut même aller jusqu'à ne pas se sentir, je dirais... ressentir de la peur et du stress sans pour autant, tu vois, être dans la surexagération. Mais même ça, même le simple fait d'être vraiment déjà, je dirais, ne serait-ce que fortement impacté émotionnellement, ça peut jouer sur les chiens parce que, bah, justement, comme je l'expliquais, c'est pas que ils ont justement ce flair qui leur donne ce super pouvoir de pouvoir le capter encore plus facilement. Mais l'humain et le chien sont forts pour décrypter aussi les micro-expressions. Et ça, c'est un truc à ne pas négliger, c'est que il faut savoir aussi que lorsque quelqu'un est tendu, il y a des micro-expressions qui se produisent sur le visage qui induisent à de la peur, à du stress et des choses comme ça. Et ça, le chien sait décoder ça. Mais c'est vrai que ton exemple, il est ultra explicite parce que t'as la nana qui est dans l'extrême et qui hurle. Mais les chiens ont pas besoin de ça pour être dans un état émotionnel en détresse, genre. Et puis justement, je rebondirais sur une chose, parce que t'as donné un point qui expliquait aussi une des raisons qui fait que le border collie ne pouvait pas gérer ses émotions, c'est qu'il était attaché en laisse. Je parlerais même pas de longe là, hein. Je parle juste du fait d'être attaché. Les problèmes de comportement arrivent à partir du moment où tu mets une laisse à un chien. C'est tout. À partir du moment où tu commences à brider la liberté de se mouvoir à sa guise à un chien, tu amènes du stress. Et ce stress amène à une incapacité à pouvoir gérer un défi de l'environnement, de la vie. Et ce défi, s'il n'est pas, on n'arrive pas à le gérer, on a une émotion qui n'est pas gérée. Au fur et à mesure de l'accumulation de ces mauvaises expériences, la cocotte minute déborde et le chien explose. Et c'est là que naissent les réactivités et les problèmes de comportement. Donc en fait, les premières choses que devraient apprendre à faire les propriétaires de chiens, c'est de savoir détacher un chien, de connaître leur environnement dans lequel ce n'est pas dangereux pour lui, et de connaître les environnements dans lesquels le chien peut communiquer avec d'autres chiens sans que ça puisse partir en bagarre. Donc des chiens sains socialement. Et en fait, si votre chien sait faire ça, revenir au rappel, avoir un suivi naturel, il tire en laisse, on s'en fout. Parce que les problèmes qu'on rencontre véritablement avec un chien, c'est quand on commence à ne plus le comprendre, à ne plus le voir gérer ses émotions. Mais exactement. Et donc, il vaut mieux avoir un chien qui court, là, qui fait 100 mètres autour de la plage, mais qui sait pas me faire un assis, plutôt que d'avoir un chien qui obéit parfaitement, mais qui n'est pas capable de pouvoir être libre sans que nous, en tant qu'être humain, on panique. Lorsqu'on a un chien, mettre une laisse, ça doit être un apprentissage géré. Il faut d'abord faire en sorte que le chien gère ses émotions par rapport à la laisse. C'est pas d'abord la laisse et ensuite on le met en liberté. Il faut, enfin bref, c'est mon point de vue. Attention, parce que la laisse pour nous, elle est obligatoire. La vérité, c'est ça. C'est que c'est une problématique parce que on en a besoin en fait. On a des environnements qui sont dangereux. On peut pas. Moi, je trouve qu'il faut du cran, il faut du courage pour lâcher ton chiot à 3 mois pour qu'il apprenne à jamais avoir besoin de laisse. Genre, Et moi, pourtant, je l'ai fait assez tôt avec Noctis. Et malgré tout, bah, il a aucune conscience que si une voiture le tape, il est mort. Il a absolument aucune conscience de ça. Et du coup, je le fais plus, en plus à cause de la prédation pour les chats, mais il faut pas tomber dans le piège de je vais lâcher tout le temps mon chien très jeune, je l'habitue jamais à la laisse parce que après, tu commences à vouloir bosser une marche au pied en laisse ou ce que tu veux, faire un peu d'obéissance avec une laisse. Ton chien n'a jamais eu de laisse de sa vie, bah bonjour. Il va avoir peur, il va être dans un niveau de stress énorme juste parce qu'il est attaché. Donc il faut pas tomber dans le piège. Oui, il faut détacher son chien. On est dans un environnement qui est dangereux pour eux. On peut pas se permettre en fait de faire du full sans laisse. Ou alors si, mais il faut être très courageux. Et je suis désolé, pas avec tout type de chien. Moi, Noctis, je l'ai fait tôt. Sans laisse. Vous voulez essayer avec un beagle? On rigole un peu. Un beagle, ouais, bonne chance aussi. Ouais, mais après voilà, moi je pense peut-être naïvement, mais tendance à croire que il est quand même possible de faire donner suffisamment confiance à un chien pour qu'il puisse gérer ses apprentissages liés à des environnements même ultra contraignants où il y a beaucoup de stimuli sans qu'il puisse réagir. Après voilà, je n'ai pas d'expérience personnelle vis-à-vis de ce genre de lâcher prise total vis-à-vis de la liberté. En ville en tout cas, je l'ai pas. Voilà. Mais par contre, moi dans un contexte, je dirais de sociabilisation, lorsque moi je dois resociabiliser un chien réactif, là par contre c'est plus comme ça que je travaille. Vraiment, on est vraiment... Alors attention, il n'est pas en liberté full, mais j'utilise la longe comme un outil qui va faire en sorte que le chien se sente le plus possible en liberté pour casser justement ce stress qui est lié au fait que
bah non, tu peux pas aller où tu veux. Qu'on apprend à gérer le chien dans un environnement ouvert avec une longe. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais en fait, je parlais de ça au départ par rapport au fait que voilà, qu'on parlait tout à l'heure de Border Collie qui s'est mis aussi à péter un câble. Je pense que si le Border Collie avait été complètement libre, oui, il aurait peut-être certainement mieux géré que. Et puis il aurait pris ses distances, tout simplement. Moi, j'ai déjà remarqué une fois un chien qui perdait pied et confiance en lui dans une situation où il se faisait harceler par un chien. Son humain n'était pas du tout il n'aidait pas à ce qu'il puisse se sentir à l'aise. Il criait là comme le chien. Il a pris toutes ses affaires. Il s'est mis 100 mètres plus loin. Il s'est arrêté. Il a parti sentir les odeurs et il nous a regardé. Il est resté à distance. Il a pas fugué, hein. Il est juste resté à distance de tout le monde. Voilà. Après, encore une fois, ça dépend du chien, ça dépend de la relation que tu as avec ton chien. Le poids de mesure, effectivement. Ouais. Alors, en fait, moi, je pense que tout l'enjeu, c'est d'apprendre à gérer ses émotions et que, enfin, en tout cas pour nous, mais aussi pour le chien, qu'il apprenne à gérer ses émotions. Et il faut quand même prendre en compte le fait que, effectivement, la laisse, c'est un lien physique, mais c'est un lien aussi par lequel va passer les émotions qu'on va transmettre à notre chien et inversement, hein, parce que ça peut aussi arriver dans l'autre sens. Mais donc je pense qu'en fait, les deux sont hyper importants. Apprendre la liberté à son chien, c'est aussi lui apprendre à être autonome dans sa prise de décision, dans tout un tas de choses, et c'est hyper intéressant. Mais apprendre à être en laisse, bah, c'est fondamental, parce que, comme tu disais, Théo, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Et les deux doivent s'apprendre. Et je pense que quand un chiot arrive à la maison, on lui met direct sa laisse pour aller se promener, etc. Et on le fait un peu facilement, sans vraiment apprendre ça, apprendre comment ça se fait, comment ça se joue, qu'est-ce qui passe par la laisse. C'est pas juste un truc par lequel on tient notre chien, quoi. Mais en fait, pour moi, c'est une bonne chose de mettre une laisse à un chien tôt, parce que de toute façon, on va en avoir besoin. Donc ce qu'il faut apprendre au chien, je sais pas si on peut dire apprendre, mais en fait ce qu'il faut c'est faire une bonne sociabilisation, faire bien le travail et que votre chien il soit intrépide, que ce soit un chien qui ait pas de peur, qui soit bien équilibré, et c'est ça le plus important en réalité. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points sur les obstacles à la rééducation? Vous en aviez cité beaucoup, mais... Connaissance déjà de base de l'humain et de ce qu'il va pouvoir nous donner et donner à son chien, ça fait quasiment tout le travail. Et moi, ça m'arrive encore de me faire avoir parce que je suis trop gentil, que je sympathise avec les gens pendant le bilan ou ce genre de trucs. Et du coup, j'oublie trop de prendre en compte. Ça m'arrive, hein, alors ça m'arrivera de moins en moins parce que voilà, ça m'est arrivé encore récemment de me rendre compte que en fait, le chien est pas assez sorti, que l'histoire du chien est catastrophique et qu'en fait, si là, ils font pas le job parfaitement, qu'ils augmentent pas parce que là, on est à 20 minutes de sortie par jour et que ce chien-là a besoin de 2 heures de sortie par jour, s'ils sont pas capables de me donner ça, de donner ça à leur chien, moi je vais pas pouvoir faire mon travail. Si les gens n'ont pas les connaissances, il faut expliquer aux gens ce que sont que les besoins fondamentaux du chien et il faut leur faire comprendre que si vous les respectez pas, nous on peut pas faire notre travail. Ça c'est une des difficultés. C'est ça. Je me rappelle de Corentin qui disait justement que dans ton podcast, il disait que il faut arriver à faire rentrer dans la tête progressivement aux gens que il va falloir le sortir beaucoup plus. Et au départ, Corentin, il a une pédagogie qui vise à expliquer que au départ, si vous le sortez qu'un quart d'heure, on passe à 30 minutes, puis après 45, il y va progressivement. J'ai pas cette pédagogie que Corentin a et Théo non plus, et je t'avoue quand quelqu'un a un husky, je dirais qui habite à Drancy, le mec il habite à Drancy, il a un husky, moi je suis obligé de lui dire qu'il va falloir qu'il fasse 1h30 de longe en fait pour répondre aux besoins exploratoires ou olfactifs de son husky, aussi parce que je veux aussi que les gens réalisent que ça va devoir leur demander vraiment beaucoup d'efforts, et malheureusement s'ils ne fournissent pas ces efforts, même quand on va se revoir 3 semaines plus tard, on pourra pas travailler, si tu veux. C'est-à-dire que pour que notre travail de rééducation ou même d'éducation, je prends l'exemple d'un chiot, mais ça m'est arrivé de faire un braque là, actuellement je fais un braque allemand là qui habite à Gagny, ce braque allemand à Gagny, il avait déjà à 6 mois une anxiété qui était quand même assez bien installée, qui vient simplement du fait que il est promené dans un environnement, il ne peut pas répondre à son besoin exploratoire et olfactif. Et donc je leur ai dit, il faut maintenant que non pas vous fassiez votre balade au stade de football désaffecté où il peut courir, certes pendant 3 quarts d'heure avec ses copains chiens où il ne fait que monter en excitation. Il faut que vous alliez au parc de Noisiel où votre chien va pouvoir certes courir, mais surtout explorer, sentir et donc à terme se calmer. En fait, c'est cette dimension-là, arriver à faire changer le mindset de l'individu humain qui peut être sur une problématique. D'autant plus quand ils habitent en ville, parce que moi je n'ai aucun problème avec le chien en ville, mais si on a un chien en ville, il faut par contre être
au clair avec la manière dont ils vont manager leur balade pour permettre au chien vraiment de pouvoir répondre à ses besoins. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est un truc que j'aborde de plus en plus avec mes clients. On sait que le loup perçoit un chien adulte dans sa communication, c'est comparable à un chiot. Ça, on le sait, scientifiquement, ça a été démontré. Et le problème, moi, c'est un truc que je vois plus avec les gens qui sont en ville, c'est que comme les gens vont dans des caniparks, des fois dans des tout petits parcs, etc., ils vont renforcer un comportement juvénile qui va créer une réactivité, en fait. Donc, quand je parle de réactivité, je parle pas forcément d'agressivité ou quoi, mais si le chien ne fait que de voir d'autres chiens en situation de jeu et d'excitation extrême, à chaque fois que le chien va voir un chien, il va être à un niveau d'énergie beaucoup trop élevé et du coup, il est incapable de se canaliser, etc. J'accentue le truc sur certaines races qui sont plus excitées face à la nouveauté, qui ont un comportement plus néoténique, etc. Et j'explique aux gens d'essayer d'éviter de renforcer ce comportement juvénile et du coup d'éviter de faire que des interactions pour du jeu. Je leur explique que en fait, les chiens communiquent beaucoup dans les déplacements, dans le mouvement, qu'il faut surtout que les chiens prennent l'habitude d'avoir des interactions dans le mouvement. C'est pour ça que les grands parcs comme Vincennes, je pense que c'est incroyable et que c'est excellent. Ouais, mais que pour le coup, après, des petits chemins dans les petits villages, finalement, c'est peut-être mieux pour la communication. Alors après, il y a toujours des problèmes. Bien sûr. Mais ouais, non, c'est un truc... On peut juste recommander, c'est la diversité. Dans les interactions canines, ce qu'il faut, c'est de la liberté et de la diversité. Beaucoup de gens ont peur de lâcher leur chien dans la communication parce qu'ils ne savent pas si le chien d'en face est OK. Eh bien, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. On ne lâche pas son chien, on le laisse pas communiquer. Par contre, quand on va dans un environnement où on voit une dizaine de chiens en liberté dans un espèce de grand parc où ils gravitent et y a, les groupes ont l'air d'être équilibrés, là on peut les intégrer et laisser notre chien. Voilà. Il y a plein de parcs comme ça. Moi, je sais qu'il y a le parc de Noisiel qui est excellent pour ça. Et dans le bois de Vincennes, moi, ce que j'aime aller au bois de Vincennes, c'est l'allée royale de Vincennes, là, qui est une zone où il y a beaucoup de chiens en liberté. Et en fait, la culture locale de cet environnement, c'est de venir, on détache son chien et il va voir tout le monde en liberté. Ce qui fait que, vu que les gens savent que tout le monde fait ça, les gens qui ont des chiens agressifs, ils viennent pas parce qu'ils ont peur de venir foutre la merde, très clairement. Et du coup, c'est un super endroit parce que les chiens communiquent sainement, ils sont habitués à communiquer en liberté. Et là, il n'y a aucun conflit. Moi, j'ai vu un conflit en des mois et des mois d'observation. Et en vrai, en tant que professionnel ou particulier, observer des chiens jouer comme ça aussi sainement, c'est un bonheur. Je veux dire, moi, toutes mes vidéos que je fais là sur la communication canine, elles viennent de Vincennes. Et j'ai un tas d'interactions à montrer, à décrypter, qui fait que du coup c'est magnifique à voir. Et puis nos chiens vivent de très bonnes expériences. Et là c'est bien parce qu'ils peuvent aussi se quitter. Tandis que dans un parc canin, s'il y a un problème et qu'il y a une montée d'excitation et que là on pense qu'ils font que de jouer. Alors oui, ils jouent certes, mais s'il y en a un qui est tout le temps dans l'échec dans le jeu, qui n'est pas gagnant et qui n'est que perdant, il y a un stress qui monte et puis à la fin on a des mauvaises expériences sans pour autant qu'il y ait une agression. Mais une accumulation de mauvaises expériences et de perte de confiance dans le jeu, surtout dans les parcs canins, c'est tout le temps le cas. Je mets une aparté d'ailleurs sur l'école du chiot, c'est aussi souvent le problème. Ouais. Il faut être capable de pouvoir intervenir, et savoir intervenir, c'est un métier, et il y a parfois des éducateurs canins qui ne le font pas dans l'école du chiot. Et c'est un souci. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Mais je voulais terminer là-dessus, c'est que le parc canin, c'est un lieu clos. Du coup, il n'y a pas de mouvement fluide où les chiens peuvent cesser l'interaction et en choisir une autre. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important. Créer du mouvement, c'est la base de la communication canine et c'est contre-intuitif pour nous les humains. C'est ce que j'explique à mes clients. Nous, dès qu'on discute avec les gens, on s'arrête. Quand on va voir nos clients pour le premier rendez-vous, on s'assoit, on discute. Communication, c'est l'inverse de la communication canine. Et du coup, je dis à mes clients, forcez-vous à créer du mouvement, à vous déplacer, etc. pour que justement les chiens puissent communiquer correctement. Ouais, quitte à se déplacer avec l'humain avec lequel le chien s'entend bien. On se déplace ensemble pour leur permettre aussi de faire des synchronisations comportementales. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand vous avez deux chiens qui sentent la même odeur et qui se suivent mutuellement, c'est comme ça qu'ils créent les meilleurs liens. Il a été prouvé que pour créer un lien entre individus, il fallait faire de la synchronisation comportementale. Mais même l'humain, si on se met à suivre un chien en train de sentir une odeur et tout, le chien va nous regarder, il va commencer à nous trouver plus intrigants et plus intéressants. Et pour créer un lien avec un chien qu'on ne connaît pas, le mieux c'est de se synchroniser avec lui. Donc plus on reste en statique, moyen de synchronisation, plus on se concentre sur nos tensions et sur notre nervosité, et plus il peut y avoir potentiellement des problèmes de comportement. Donc pour le chien urbain, c'est majoritairement ça qu'on retrouve comme problématique et comme souci. Après, pour le chien de la campagne, le problème c'est l'hypostimulation. C'est très simple, c'est de ne pas avoir été socialisé à la forte densité, avoir un seuil d'homéostasie sensorielle du coup beaucoup plus faible, donc avec une moins
grande capacité à tolérer la densité visuelle, la densité sonore notamment, et aussi la variété de chiens. Et c'est des chiens qui ont une mauvaise sociabilisation et qui du coup se montrent des fois potentiellement beaucoup plus réactifs, en tout cas en campagne qu'en ville. Mais les chiens des villes peuvent être réactifs par la surstimulation ou, je dirais, l'assimilation à que le chien égale à forcément tout le temps grande intensité. Voilà. Ouais, en fait, je pense que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce qu'on propose à nos chiens aujourd'hui, en 2022 en France, c'est pas du tout naturel pour eux, même si ça fait des générations maintenant qui vivent à nos côtés dans ces environnements-là. Bien sûr. Faut pas oublier que c'est pas naturel en fait. Ils ont tout à apprendre et ce qui nous paraît complètement normal pour nous ne l'est pas du tout pour eux. Et donc je trouve ça très compliqué de trouver un juste milieu entre assez de stimulation et trop peu de stimulation. Je trouve ça hyper compliqué de pouvoir répondre correctement à ses besoins. Et la ville est un vrai challenge. La campagne en est un aussi. Complètement. Et je trouve que il y a beaucoup de gens qui disent non, moi je prendrai un chat quand j'aurai une maison avec un jardin, etc. Mais c'est pas forcément l'idéal non plus. Il y a plein de gens qui prennent des chiens en ville sans se rendre compte de ce que ça implique. Je trouve que c'est vraiment compliqué. Et c'est là aussi que les éducateurs canins et professionnels que vous êtes et que je serai bientôt en devenir, bien sûr. En devenir, ont un rôle important à jouer dans cette prévention-là et dans l'aide au choix du chien et à l'accompagnement avant que le chien arrive, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses qui se jouent à ce moment-là que... Ouais, c'est important. C'est drôle que tu dises ça, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui nous envoient des messages et qui commentent nos vidéos en disant j'ai pas de chien, j'adore votre contenu et ça va grave m'aider pour quand j'aurai un chien. Et ça aussi, c'est très motivant parce que je pense qu'il y a je dirais, Théo et moi, demain, s'il n'y a pas de réactivité congénère, s'il n'y a pas de réactivité canine, on vivra encore de notre métier. Donc, on n'a pas besoin de ça pour exister, Théo et moi. Et donc, donner des informations pour permettre aux gens d'avoir le chien le plus équilibré possible pour s'éviter d'avoir des problématiques émotionnelles fortes chez leur chien, nous, on serait très heureux, en fait, qu'il n'y en ait plus. Et aussi, on serait même plus en sécurité parce que quand on est dans un environnement comme chez nous, là, où c'est un environnement rural, où du coup les chiens sont pas sociabilisés comme il le faudrait, et quand nos chiens sont en liberté, qu'on voit un chien en face, on se dit si on rattache pas, ça va virer au carton, et une fois sur deux, on a raison de le faire. Et ça, c'est aussi ça qui est intéressant chez les éducateurs canins d'éducation positive, c'est que ils expliquent véritablement le pourquoi du comment. Il y a une belle analogie qui est faite, c'est que quand on travaille en éducation positive, on soigne la cause. Quand on travaille en éducation plus traditionnelle, on travaille sur la conséquence. C'est votre chien est réactif, il n'est plus réactif. Tandis qu'en éducation positive, on va vous dire ok, votre chien est réactif, mais il est réactif à cause de ça. Du coup, il faut qu'on travaille ça pour qu'il ne réagisse plus. Je pense que quand déjà les gens philosophiquement, ils vont arriver à se placer de cette manière-là dans leur manière de voir leur chien et de gérer les problèmes, il y aura forcément moins de problèmes. Alors, on aura toujours besoin d'éducateurs canins, de comportementalistes, mais sinon, on a des cas moins hard, on sera aussi très content. Voilà, après, c'est plus humain, quoi. Je pense que c'est vraiment ça, c'est une difficulté dans le travail, l'humain. Il faut vraiment pas l'oublier. Genre, dans le métier d'éducateur canin et de comportementaliste, on vous dit souvent c'est un métier, faut aimer les chiens, ça c'est sûr, mais si vous aimez pas l'humain, ça fonctionne pas. Je pense pas que quelqu'un qui aime vraiment pas l'humain se dirigerait dans un métier comme ça. Je pense que c'est pas possible. Pour autant, dire qu'il faut absolument aimer l'humain, c'est pareil, c'est encore un autre extrême. Je pense que c'est pas non plus nécessaire d'aimer l'humain au point de se dire que voilà, c'est obligatoire. Pour moi, c'est pas obligatoire d'aimer vraiment à ce point l'humain pour être éducateur canin, mais par contre, il faut avoir conscience que il faudra être bon en communication. Il faudra être bien savoir gérer les conflits aussi, parce que le chien, ça touche à l'affect. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui croient tout savoir dans le chien, même en faisant appel à un pro. Hein. Il y a des gens qui croient tout savoir et du coup qui vous regardent en croisant les bras en vous disant et en se disant dans leur tête non mais qu'est-ce que tu me racontes, voilà, j'en ai rien à faire. Et ça, c'est vraiment un truc à savoir gérer. Savoir gérer des problématiques humaines. C'est vraiment. Il y a un truc qui peut arriver qui est très désagréable, c'est quand t'as une personne qui t'appelle, tu viens au rendez-vous donc chez eux à leur domicile. Et t'as toute la famille en face de toi, et puis t'as la moitié de la famille en fait qui veut pas que tu sois là. Et toi, tu dois essayer de convaincre tout le monde que t'es là pour une bonne raison. Tu vois. Parce que tu sais en plus que t'es là pour une bonne raison. Et voilà, je vous donne un exemple tout bête, mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y avait donc la fille qui voulait
qui m'a contacté, donc je suis allé à leur domicile et tout. Je comprends la problématique, etc. En fait, elle est liée au papa qui frappe le chien. Et pendant tout le rendez-vous, alors que clairement c'était plus au papa d'écouter ce que je disais que la fille qui m'avait appelé, le père était resté dans la cuisine pendant tout le long parce qu'il voulait pas m'entendre. Et j'avais le reste de la famille en face de moi, et en fait, la personne que je devais convaincre, c'était le mec qui s'était isolé dans sa cuisine. Et puis c'est un manque de respect, je veux dire, il y a un rendez-vous, il y a un professionnel qui vient chez vous, vous restez pas dans la cuisine isolée le temps que le mec est là. Voilà, donc il y a des situations comme ça te prend un peu au dépourvu, tu te dis mais comment je réagis, c'est difficile de garder son sang-froid. J'ai réussi à garder mon sang-froid, mais j'avais envie d'aller voir le mec, lui dire bon, tu sors de ta cuisine mon gars, parce que apparemment tu tabasses ton chien, va falloir qu'on se dise 2 mots, parce que sinon en fait je peux pas faire mon travail. Si le mec il continue à taper son chien, moi je peux pas faire mon job. Et le mec il est même pas présent. Il y a des situations comme ça où c'est vrai qu'avec l'humain il faut savoir gérer. Voilà, et on apprend. Ouais, en fait je pense que ça demande des compétences sociales. Ça demande pas forcément d'aimer les gens, etc., etc. Exactement. Mais en tout cas, ça demande des compétences sociales et une intelligence sociale assez importante, je pense. Mais c'est exactement ça. Ça demande une intelligence sociale importante. Si vous voulez être bon dans ce métier, il faudra améliorer vos compétences sociales, quitte à faire des formations sur la gestion de conflits, sur comment gérer ses propres émotions quand quelqu'un n'est pas bien intentionné, voilà, savoir contrôler sa respiration, savoir aussi contrôler son débit de parole, parce que moi je suis de base, et je pense que tu l'as remarqué, quelqu'un qui parle très vite. Non mais je parle tellement vite que des fois c'est pas audible, tu vois, c'est donc en fait apprendre à savoir bien communiquer et surtout bien gérer sa personne face à du défi social humain. Il est capable de s'adapter, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un vrai défi. Faire preuve d'abnégation. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se former pour devenir éducateur canin, ou qui est en train de se former par exemple? Alors, pour moi, le conseil serait de trouver une formation longue en éducation positive uniquement, avec un bon gros cursus théorique d'éthologie pour vraiment avoir de très très bonnes bases et du travail de terrain. Il y a des formations que je connais qui proposent ce genre de choses, comme la formation Vox Animae, il y a la formation au centre Animalin, il y a le BP éducateur canin qui, dans certains lycées agricoles, propose de très très bonnes formations aussi. Et d'autres formations, je crois que la tienne, on en avait un petit peu parlé, je sais pas si on peut donner des noms. Elle répond, elle check tout. J'ai fait du name dropping, là, je sais pas s'il fallait le faire, mais en tout cas, voilà, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut se tourner vers des centres qui proposent une formation de assez longue durée, juste pour pouvoir avoir toutes les cordes à son arc. Parce que quand on fait une formation de 3 semaines, même dans un centre de formation en éducation positive, c'est pas assez, parce que même en survolant je dirais l'éthologie en 3 semaines et la pratique, 3 semaines, en vérité, ça reste trop peu. Il y a trop de choses à voir, et c'est vraiment holistique comme approche l'éducation canine. Moi, je me rends compte typiquement que pareil, maintenant que je m'y connais un peu plus en nutrition, notamment grâce à mes recherches, à des lectures et à des podcasts, je me rends compte que c'est vachement important finalement aussi d'avoir ces notions de nutrition, aussi je sais pas, genre mettre le pied dans l'élevage, ça permet aussi de savoir vraiment ce qui se passe justement dans les élevages, et à quel point ça va jouer aussi sur le développement du chiot, et ça a une dimension énorme. Donc c'est pas intéressant que de connaître la génétique et de connaître l'importance de la mère, on va dire, dans je dirais l'état en devenir du chiot, mais de voir aussi. Et je pense que certaines formations le proposent, d'autres le proposent pas. Il faut trouver ce qui nous correspond, mais en tout cas, si je peux vraiment donner un conseil, c'est formation longue avec de l'éthologie, éducation canine positive et la pratique. Voilà. Ouais, et faites des stages. Voilà, c'est ça. Et arrêtez jamais de vous faire former. Et c'est ça. Et surtout après aussi continuer à se former. Mais du coup, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de bosser, de se rendre compte là où est-ce que ça pêche, et du coup de se faire former. De se renforcer là où exactement. Là où on a besoin. Et même quand vous commencez votre métier d'éducateur canin, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment ultra important, c'est de connaître les grands noms de l'éducation canine et d'aller faire des rencontres. Si ces personnes-là proposent des formations, des stages de 2-3 jours, allez-y, observez comment est-ce que les autres travaillent pour vous faire une idée que en fait il n'y a pas une approche, il y a des approches. L'éducation positive, en fait, elle est certes unique, mais il y a différentes manières de poser son regard sur le chien, parce que chaque être humain va se concentrer sur une chose. C'est des détails, ça paraît être bête. On devrait se dire ouais, mais tout le monde devrait fonctionner comme ça, mais le truc c'est que en fait c'est ça, quand on est dans le travail, en fait, suivant votre expérience, suivant les chiens qu'on va vous amener, vu que vous n'allez pas dans votre première expérience aborder les choses de manière
vraiment très diversifié, et ben en fait on se réajuste par rapport au cas qu'on a. Et donc en travaillant avec d'autres professionnels, vous allez vous rendre compte qu'il y a finalement plein de problématiques que vous n'avez pas vues et peut-être que vous n'avez pas abordées de telle ou telle manière. Et donc en fait savoir je sais pas, changer de regard, c'est ultra important. Non, c'est clair. Bon, je vais maintenant vous poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir un chien et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien de travailler avec eux? Alors moi, pour être très honnête, avoir un chien, ça m'a vraiment appris à me remettre véritablement en question. À me faire me rendre compte que être, je dirais, patient et doux avec des êtres vivants, c'était obligatoire. On faisait passer aucune idée en étant volcanique, en étant trop virulent ou trop puissant émotionnellement et physiquement. Voilà, c'était vraiment, c'est ma plus grande leçon. Ça m'a appris en fait que en tant que, je dirais, parent, parce que pour moi je me vois comme ça, hein, je vois vraiment mon chien comme on va dire comme un enfant, puisqu'en fait il est un enfant dans sa tête. Donc moi en tant que on va dire humain de mon chien, je me dois d'être un minimum paternel. En fait, je me rends compte que il faut savoir intervenir au bon moment, savoir aussi se mettre en retrait, et donc savoir accompagner. En fait, moi, je me suis rendu compte avec mon chien que on était un meilleur tuteur à savoir bien accompagner que plutôt à vouloir absolument mettre un cadre ultra strict où il fallait que rien déborde. Et je me suis rendu compte des corrélations énormes qu'il y avait, grâce à mon chien, entre les chiens et les enfants. Le nombre de personnes chez qui je vais qui me disent « mais en fait, c'est comme pour les enfants », où je me dis « mais en fait, grâce à ma chienne, je me prépare à l'éducation de mes enfants ». Et je te jure que c'est vrai. Je me suis rendu compte que je pense que demain, je serai un meilleur parent avec mon enfant, du fait d'avoir eu Estia, qui m'a appris à être bienveillant et à être patient, à savoir me mettre en retrait, à savoir accompagner, plutôt qu'à être non, faut que mon enfant il sache faire ça, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, tu vois. Et ça, c'est l'éducation positive qui m'a appris ça. En tout cas, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue. Ouais. Je dirais que déjà, ça m'a discipliné au quotidien, parce que on doit avoir le chien, c'est un animal qui est routinier, qui a besoin d'une routine. Et moi, ça m'a appris à, maintenant j'ai plus le choix, faut que je me lève tôt le matin, quoi qu'il arrive, faut que je sorte 2 heures mon chien tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, moi je suis dehors 2 heures par jour. Donc déjà ça m'a appris à être un peu plus discipliné dans ma vie au quotidien. Est-ce que ça m'a appris des choses sur moi? J'en sais rien. Ça m'a appris beaucoup sur les animaux, je pense. À quel point en fait c'est proche de nous, à quel point les humains sont dans l'erreur et qu'on a malheureusement raté le coche, parce que on devrait être avec les animaux comme on est avec nos chiens, mais tout le temps. Je sais pas, c'est une expérience incroyable. Ça m'a... En fait, la capacité à Noctis à percevoir mes émotions, par exemple, à venir me voir quand je vais pas bien, quand ma copine va pas bien, quand j'ai mal au ventre, si j'ai un peu de fièvre, il le ressent tout de suite, il est tout de suite là, il est extrêmement câlin dans ces phases-là, il ne supporte pas le conflit. Enfin voilà, ça... Je trouve qu'on perçoit mieux nos défauts. Enfin, moi, je perçois mieux mes défauts grâce à mon chien, par exemple. Je suis moins colérique depuis que j'ai mon chien parce que j'ai vu à quel point ça le perturbait, par exemple. J'essaie vraiment d'avoir une voix douce. Quand je suis avec quelqu'un chez moi, dès que quelqu'un hausse le ton, je fais arrêtez s'il vous plaît, regardez Noctis, et on voit Noctis qui est en train de partir comme ça en mode arrêtez de gueuler. Voilà, Même si c'est pas forcément conflictuel, rien que le fait que le ton monte, il va pas apprécier. Donc ça m'a appris à être plus calme, à être plus discipliné, beaucoup plus autonome aussi. Et voilà, c'est une expérience incroyable. Trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs? Des personnes, des livres, des films, des vidéos? Des personnes. Nous, il y a une personne qui nous a beaucoup touchés et qu'on a suivi ensuite, même si elle ne travaille plus dans le milieu canin, c'est le docteur Charlotte Duranton. C'est quelqu'un qui a eu une importance colossale dans notre vie puisqu'elle nous a vraiment ouvert les yeux sur la communication canine, que c'était une experte en communication canine, justement, Charlotte. Et elle a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Le comportement de mon chien » par Charlotte Duranton, qui est en fait un petit condensé d'éthologie de 120 pages, je crois, un truc comme ça, qui pourrait être un super premier livre pour aussi bien particulier que professionnel, en fait, hein, juste parce qu'il dresse un résumé
ce qu'est le comportement du chien, de ce qu'on en parle aujourd'hui, en tout cas en éthologie. Donc c'est vraiment très cool. Sinon, voilà, moi j'ai rencontré Sarah Jeannin récemment et le docteur Thierry Bedossa. Et c'est vraiment des personnes qui sont très intéressantes puisqu'ils sont dans une interdisciplinarité dans leur manière de gérer les consultations comportementales. Donc elle est éthologue et psychologue clinicienne et lui il est vétérinaire comportementaliste et en fait à deux ils ont un angle du coup ils ont un panel, un outil on va dire d'outils très riches pour voir et comprendre une problématique. Donc ces personnes on les a vraiment, enfin moi je les ai découverts récemment, je les trouve vraiment très passionnants. Et puis en vrai un gros clin d'œil à Jérémy Serinda qui est un passionné d'éducation canine et un fervent défenseur de la rééducation comportementale en éducation positive. Et c'est un monsieur qu'il faut aller voir une fois pour voir comment est-ce qu'il travaille en rééducation, notamment sur la réactivité humain congénère. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait aider les éducateurs canins dans cette approche-là, en tout cas en éducation positive, ça peut être très très bien. Ouais. Et en film, j'ai Shiloh. Je sais pas si vous connaissez, c'est avec un beagle. Tu connais ou pas? Non, du tout. Tu connais pas Shiloh? Oh, tu connais pas Shiloh? C'est avec un beagle. C'était un film qui a bercé notre enfance. Ouais. Ok. Et bah, trop cool. Shiloh pour ça. Mais il est dur à trouver, hein. J'ai cherché sur Google, franchement, il est dur à trouver. Ok, bah écoute, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre vos aventures, découvrir tout votre contenu peut-être, s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas l'école de la meute sur les réseaux? En fait, sur Instagram et TikTok majoritairement. Voilà, le contenu est d'abord posté sur TikTok et ensuite il est posté sur Instagram. Je ne poste pas tout sur Insta. Mais si vous voulez suivre des lives et qu'on réponde à vos questions en direct, eh bien le mieux c'est de suivre TikTok et Instagram. En fait, on switch entre un live un jour sur TikTok, un live un jour sur Insta, et donc voilà, c'est ici que vous le retrouverez. Ok, trop cool. Et ben merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. C'est presque 2 heures d'échange. C'était trop bien. J'ai encore plein de questions, mais on peut pas clairement. Donc merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, je suis trop contente de vous avoir rencontrés. Je suis trop contente d'avoir fait cette interview avec vous. Trop bien. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Tout à fait. Ouais. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Clément et Théo et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'il pourrait aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @l'école de la meute et @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Et enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!